ton avenir? C'est une blague, a dit papa, puis il a fracassé mon ordinateur portable sur ma tête avant ma thèse finale. Tu ne mérites pas d'avenir, tu n'es qu'une sangsue, a ri maman. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je m'appelle Allison. J'ai 24 ans. J'ai grandi à Millbrook, une petite ville industrielle où le sifflet de l'usine régulait la vie plus fidèlement que n'importe quelle horloge. Notre modeste maison de 2 chambres se situait à la lisière de la ville. Sa peinture écaillée rappelait constamment ce que mon père appelait « avoir des priorités réalistes ». Harold Thompson, mon père, a travaillé à l'acierie pendant 27 ans. Ses mains calleuses et sa moue permanente étaient les résultats de ce qu'il qualifiait fièrement de « vrai travail ». L'éducation était futile à ses yeux, un luxe pour les personnes trop faibles pour gagner honnêtement leur vie. Ma mère, Doris, travaillait à temps partiel au restaurant du coin lorsqu'elle n'était pas occupée à tenir la maison exactement comme mon père l'exigeait. Elle avait appris tôt dans leur mariage que le contredire menait à des jours de silence glacial ou à des disputes explosives. Au fil du temps, elle est devenue son écho, renforçant ses opinions pour éviter d'en devenir la cible. Parfois, elle se joignait à ses moqueries sur mes intérêts académiques, son rire nerveux lui servant de bouclier pour ne pas être le prochain objet de sa dérision. Mon frère aîné Frank était l'enfant en or. Il avait abandonné le lycée en classe de première pour travailler aux côtés de mon père à l'usine. Ça, c'est un vrai Thompson, annonçait fièrement mon père lors des réunions de famille, en tapant sur l'épaule de Frank. Rien de toutes ces bêtises de livres, juste du travail honnête. Frank assimilait ses leçons, imitant avidement mon père tant dans ses opinions que dans son tempérament. À 20 ans, il avait son propre appartement et un salaire régulier, des réussites que mes parents considéraient comme le sommet du succès. Pendant ce temps, j'avais découvert très tôt que j'adorais apprendre. Les mots me fascinaient. Les chiffres recelaient des secrets que je voulais percer. Les expériences scientifiques dans notre cuisine me faisaient perdre la notion du temps jusqu'à ce que mon père fasse irruption, exigeant que j'arrête de gaspiller de la nourriture pour des bêtises. Mon institutrice de CM1, Madame Sanderson, fut la première à le remarquer. Allison a des compétences analytiques remarquables, dit-elle à mes parents lors d'une réunion à laquelle ils n'assistèrent que parce que la présence était obligatoire. Mon père fixait le mur tandis que ma mère hochait poliment la tête, tous deux oubliant ses paroles avant même d'avoir atteint le parking. En classe de CM2, j'ai gagné le concours d'orthographe du district. Le journal local a publié un court article avec ma photo. Je rayonnais, serrant mon certificat contre moi pendant que les parents de mes camarades prenaient des photos. Les miens ne sont jamais venus. J'ai dû faire des heures supplémentaires, a prétendu mon père. J'ai entendu plus tard qu'il disait à Frank qu'il était grandiosement ridicule de célébrer le fait de savoir orthographier des mots que n'importe quelle personne normale pouvait simplement chercher dans un dictionnaire. En classe de 5e, mon projet scientifique sur la qualité de l'eau dans les ruisseaux locaux a été récompensé au niveau de l'État. Le principal a appelé personnellement à la maison pour partager la nouvelle. Ma mère a décroché et a dit « C'est bien », du même ton qu'elle utilisait pour accuser réception des prévisions météo. Quand j'ai demandé s'il pouvait me conduire au concours d'État à 2 heures de route, mon père a ricané « Nous n'allons pas gaspiller de l'essence pour que tu joues au scientifique. Ce n'est pas cela qui va nourrir la famille. » Le lycée est devenu mon sanctuaire. J'ai rejoint tous les clubs académiques possibles, restant à l'école le plus tard possible avant de rentrer. Mon professeur d'anglais, Monsieur Vaughan, m'a prêté des livres de sa collection personnelle. Ton esprit est exceptionnel, Allison, m'a-t-il dit un jour. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Ma professeure de mathématiques, Madame Garcia, restait tard pour m'aider à préparer les examens avancés. L'université t'ouvrira des portes que tu ne peux même pas imaginer, m'encourageait-elle. Quand je suis devenu major de ma promotion, le principal a appelé mes parents en personne pour les inviter à la cérémonie. Ils n'y sont pas allés. Mon père avait prévu une partie de pêche avec Frank. Ma mère a prétexté une migraine. J'ai prononcé mon discours devant une foule d'inconnus, luttant contre mes larmes en voyant les autres élèves courir embrasser leurs parents fiers. Je suis resté seul jusqu'à ce que Monsieur Vaughan s'approche avec un petit cadeau emballé. C'était un carnet avec une inscription « Ton voyage ne fait que commencer. Le monde a besoin de ta voix. » Ce soir-là, je me suis fait une promesse secrète. Je serai la première Thompson à aller à l'université. Pas n'importe quelle université, mais la meilleure qui m'accepterait. L'éducation serait ma voie de secours pour échapper à l'avenir étroit que ma famille envisageait pour moi.
Chaque rejet de mes réussites ne faisait qu'alimenter ma détermination. Chaque commentaire dédaigneux devenait une brique supplémentaire dans la fondation de ma résolution. J'ai postulé à des bourses d'études en secret. J'utilisais les ordinateurs de l'école pour remplir les dossiers puisque nous n'avions pas Internet à la maison. J'ai créé une adresse email spéciale que mes parents ne découvriraient jamais. J'ai convaincu un enseignant de servir de contact principal pour éviter que du courrier n'arrive chez nous. Tandis que mes camarades de classe partageaient leurs lettres d'acceptation à l'université avec des familles supportives bienveillantes, je cachais les miennes sous une latte de parquet amovible sous mon lit, les sortant la nuit pour les relire à la lampe de poche. Mes doigts suivant les logos embossés des universités comme des cartes au trésor vers une autre vie. Le jour de ma remise des diplômes du lycée, alors que les familles célébraient autour de nous, mon père a seulement demandé « Alors, tu commences à l'usine la semaine prochaine, n'est-ce pas ?» Quand j'ai enfin trouvé le courage de leur annoncer que j'avais obtenu une bourse d'études complète pour l'université d'État, le silence a duré 10 secondes atroces avant que mon père ne jette son assiette contre le mur. « Alors, tu te crois trop bien pour le travail honnête, trop bien pour ta famille. Les livres et les théories ne nourrissent pas les gens, Allison. Le vrai travail, oui. » Ma mère a juste fixé ses genoux tandis que Franck a ri et a dit « J'ai toujours su que tu étais bizarre. » Ce soir-là, j'ai emballé le peu que je possédais, sachant que le pont que je traversais brûlait derrière moi. Pourtant, malgré la peur qui me nouait l'estomac, chaque objet placé dans ma valise me donnait l'impression de réclamer une part de moi-même dont il n'avait jamais pleinement reconnu l'existence. Mon premier jour d'intégration à l'université m'a fait l'effet de débarquer sur une autre planète. Des familles aidaient à décharger des voitures bondées de fournitures de dortoir. Des mères s'affairaient autour des lits tandis que des pères assemblaient des meubles. Je suis arrivé seul dans un bus Greyhound avec une seule valise et un sac à dos contenant tout ce que je possédais. La bourse couvrait les frais de scolarité, la chambre et les repas de base, mais rien d'autre. Pas d'argent de poche, pas d'ordinateur portable, pas de vêtements ou de fournitures supplémentaires. Tes parents arrivent plus tard, m'a demandé ma colocataire Jasmine pendant que sa mère organisait leur espace de placard. Son père installait un mini réfrigérateur qu'il avait acheté en guise de surprise. Ils ont dû travailler, ai-je menti. Le premier d'une longue série de mensonges que je raconterai au cours des 4 années suivantes. La vérité était tout complicatette trop douloureuse à expliquer à ces inconnus dont les parents les embrassaient pour leur dire au revoir avec des larmes et des sourires fiers. Ce premier semestre fut l'adaptation la plus difficile. Sans ordinateur portable, je passais des heures dans la salle informatique à taper mes devoirs, tandis que les autres étudiants travaillaient confortablement depuis leur chambre. Le bureau d'aide financière m'a aidé à trouver un emploi étudiant à la cafétéria, mais les heures étaient limitées et le salaire couvrait à peine l'essentiel. J'ai trouvé un second emploi de serveuse dans un restaurant près du campus, travaillant les nuits et les week-ends tout en essayant de maintenir la moyenne requise pour ma bourse. À la mi-octobre, mon budget soigneusement construit s'est effondré lorsque j'ai contracté une angine. La visite à la clinique et les antibiotiques ont épuisé mes maigres économies. N'ayant nulle part d'autre où me tourner, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé à la maison. Ma mère a répondu, la voix immédiatement sur la défensive. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, voulant dire « Est-ce que tu abandonnes enfin ces bêtises d'université ?» Je suis un peu courte d'argent ce mois-ci, ai-je expliqué. Je suis tombé malade et j'ai eu des frais médicaux. Je me demandais si je pouvais vous emprunter seulement $100 jusqu'à ma prochaine paye. Le silence s'est étiré avant que mon père ne s'empare du combiné. Déjà des problèmes d'argent. Bienvenue dans le monde réel, l'étudiante. Peut-être que maintenant tu vas comprendre ce que signifient les vraies responsabilités. Il a raccroché sans un mot de plus. Ce soir-là, j'ai dormi dans ma voiture pour la première fois, n'ayant pu couvrir à la fois mes médicaments et ma part des charges du dortoir. Jasmine recevait de la famille, j'ai donc prétexté loger chez une amie pour éviter l'embarras. Pendant 2 semaines, j'ai alterné entre la banquette arrière de ma Honda vieille de 15 ans et la bibliothèque du campus ouverte 24 heures sur 24, me douchant au gymnase avant les cours. Personne ne l'a remarqué. Je suis devenue invisible, simplement une étudiante fatiguée parmi des milliers d'autres. À Thanksgiving, la plupart des étudiants sont rentrés chez eux pour les vacances. J'ai fait des heures supplémentaires au restaurant, gagnant un salaire double en plus des pourboires généreux de clients qui prenaient pitié de la pauvre étudiante travaillant un jour de fête. Avec ces fonds, j'ai loué un minuscule studio hors du campus qui coûtait moins cher que le dortoir. C'était dans un quartier douteux, mais c'était chez moi. Malgré ces difficultés,
j'ai excellé sur le plan académique. Mes professeurs ont remarqué ma rigueur et ma curiosité intellectuelle. La docteure Lewis, ma professeure d'introduction à la psychologie, devint la première de plusieurs mentors qui allaient façonner mon parcours universitaire. Après que j'eus rendu un devoir analysant les impacts psychologiques de l'insécurité économique sur la dynamique familiale, elle m'a demandé de rester après le cours. Cette analyse fait preuve d'une perspicacité remarquable, a-t-elle dit. As-tu envisagé de te spécialiser en psychologie? Cette conversation a ouvert une nouvelle voie. La psychologie offrait un cadre pour comprendre mes propres expériences. Plus j'étudiais les systèmes familiaux, la théorie de l'attachement et les facteurs de résilience, plus je reconnaissais des schémas dans ma propre éducation. Le savoir est devenu plus qu'une échappatoire, il est devenu une guérison. En deuxième année, je m'étais installé dans une routine éprouvante mais gérable, cours le matin, séance d'études à la bibliothèque l'après-midi, travail le soir et devoirs tard dans la nuit. Je survivais grâce aux nouilles instantanées, aux repas gratuits lors des événements du campus et aux rares repas qu'un professeur m'offrait au cours de discussions académiques. J'ai appris à repérer les bâtiments les mieux chauffés en hiver, et les mieux climatisés en été, afin de minimiser les factures d'électricité de mon appartement. Ma troisième année m'a apporté un poste d'assistante de recherche mieux rémunéré que mes emplois dans la restauration. Le professeur Harrington m'a sélectionné parmi des dizaines de candidats en raison de mes résultats universitaires. Ta perspective sur les facteurs socio-économiques dans la psychologie familiale est exceptionnellement nuancée, m'a-t-il expliqué. La plupart des étudiants de ton âge n'ont qu'une compréhension théorique de ces questions. Si seulement il avait su à quel point je les comprenais personnellement. Chaque théorie que j'étudiais éclairait un aspect de ma dynamique familiale. Chaque article de recherche que je lisais me donnait des mots pour décrire des expériences que je n'avais jusqu'alors que ressenties. En dernière année, j'avais trouvé ma passion académique, étudier l'impact de l'environnement familial sur la réussite scolaire et le développement psychologique. L'ironie ne m'échappait pas que ma propre famille était devenue mon plus grand sujet d'étude. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude avec les honneurs du département. Plusieurs professeurs m'ont encouragé à postuler à des programmes de master, me fournissant d'excellentes lettres de recommandation. Quand ma lettre d'acceptation en master est arrivée, accompagnée d'un poste d'assistante d'enseignement qui couvrirait la plupart de mes frais, je me suis senti réhabilité. J'ai fait mes preuves en dépit de chaque obstacle. Dans un moment de faiblesse optimiste, j'ai appelé à la maison pour leur annoncer la nouvelle. Ma mère a répondu, sa voix paraissant plus vieille que dans mes souvenirs. J'ai été accepté en master à l'université, ai-je dit, m'efforçant de cacher la fierté dans ma voix. Financement complet et un poste d'enseignement. Oh, fit-elle après une pause. Donc, encore des études. Quand comptes-tu trouver un vrai travail, Alison? C'est un vrai travail, maman. Je vais enseigner et faire de la recherche. Mon père devait écouter sur l'autre poste car sa voix a soudainement retenti. Donc, l'étudiante professionnelle continue d'éviter de grandir. Certains d'entre nous travaillent dans de vrais boulots depuis l'âge de 16 ans, mais j'imagine que c'est en dessous des ambitions de la future professeure. J'ai mis fin à l'appel peu de temps après, me rappelant pourquoi j'avais limité mes contacts avec eux. Pourtant, une part enfantine de moi avait encore espéré une approbation, une reconnaissance du fait que ce que j'avais accompli en valait la peine. Cet espoir me paraissait désormais aussi naïf que d'attendre de l'eau d'une pierre. Avec le master en vue, je devais trouver un logement abordable près du campus. Ma bourse d'enseignement couvrirait l'essentiel, mais de justesse. Après calcul des coûts, j'ai pris une décision difficile, je louerai un petit appartement dans ma ville natale, à 20 minutes du campus. Le loyer y était nettement moins cher qu'à proximité de l'université, je pourrais gérer les trajets. Je me disais que c'était purement financier, mais peut-être qu'une part de moi aspirait encore à ce lien familial que je n'avais jamais vraiment eu. Les études de master ont intensifié chaque aspect de la vie universitaire. Les cours étaient plus exigeants, les attentes plus élevées, la compétition plus féroce. Pourtant, pour la première fois, je me sentais véritablement dans mon élément. Mes luttes de licence m'avaient préparé à cette pression de manière que mes camarades plus privilégiés commençaient à peine à comprendre. Mon objectif s'est resserré sur la psychologie familiale, spécifiquement l'impact des attitudes parentales envers l'éducation sur la réussite scolaire l'estime de soi des enfants. Chaque article de recherche que j'écrivais tournait autour de ce thème, l'examinant sous différents angles théoriques. Mes professeurs ont relevé la profondeur inhabituelle de mon analyse.
La plupart des étudiants de ton âge abordent ces sujets de manière théorique, a commenté la Dr Westfield sur l'un de mes travaux. Ton travail témoigne d'une compréhension remarquablement nuancée de l'expérience vécue. Si seulement elle avait su à quel point cette recherche m'était personnelle. Chaque corrélation statistique que j'étudiais reflétait des moments de ma propre enfance. Chaque étude de cas contenait des échos de ma propre histoire. J'étais simultanément la chercheuse et le sujet, bien que je gardais cette dualité soigneusement cachée derrière le langage académique va la rigueur méthodologique. 3 mois après le début du programme, mon budget soigneusement équilibré s'est effondré lorsque ma voiture a nécessité d'importantes réparations. Ma bourse d'enseignement couvrait à peine le loyer, l'électricité et la nourriture, sans rien laisser pour les imprévus. Après avoir épuisé toutes les autres options, j'ai appelé mes parents à contre-cœur. J'ai besoin d'un endroit où loger pendant juste 1 mois ou 2, le temps d'économiser pour une nouvelle voiture, ai-je expliqué, détestant la vulnérabilité dans ma voix. Je peux payer une partie du loyer, aider aux tâches ménagères, et je serai de toute façon à l'université la plupart du temps. À ma surprise, ils ont accepté avec un minimum de discussion. Mon père a bougonné sur le fait de « revenir la queue entre les jambes », mais ma mère semblait presque ravie à la perspective de m'avoir à la maison. Peut-être, pensais-je naïvement, le temps avait-il adouci leurs attitudes. Peut-être que le fait de voir mon dévouement leur inspirerait enfin du respect. La première semaine s'est étonnamment bien passée. J'ai installé un petit espace de travail dans mon ancienne chambre, désormais utilisé principalement pour le stockage. J'ai pris l'habitude de partir tôt pour le campus et de rentrer tard, minimisant ainsi nos interactions. Ma mère laissait parfois des assiettes de nourriture dans le réfrigérateur avec mon nom dessus. Mon père limitait ses commentaires à de rares remarques murmurées sur les étudiants professionnels, mais rien de directement conflictuel. Cette paix fragile m'a permis de me concentrer sur l'élaboration de ma proposition de mémoire. Le sujet s'était imposé naturellement au fil de mes recherches précédentes, la résilience éducative chez les étudiants de première génération à l'université, la dynamique familiale et les mécanismes d'adaptation psychologique. Mon comité de mémoire l'a approuvé avec enthousiasme, soulignant sa contribution potentielle à la compréhension des obstacles à l'accès à l'enseignement supérieur. La Dr Westfield a accepté de me servir de conseillère principale, m'apportant des conseils précieux et un soutien crucial alors que je développais ma méthodologie de recherche. La phase initiale de recherche s'est déroulée sans encombre. J'ai effectué des revues de littérature, conçu des questionnaires de sondage et obtenu l'approbation du comité d'éthique pour la recherche sur des sujets humains. J'ai planifié des entretiens avec 20 étudiants de première génération, sélectionnant soigneusement les participants dont les expériences apporteraient des perspectives diverses sur le phénomène que j'étudiais. Chaque entretien durait de 2 à 3 heures, fournissant des données qualitatives riches qui venaient à la fois valider et complexifier mon hypothèse de départ. À mesure que le travail s'intensifiait, les tensions à la maison s'accentuaient également. Ce qui avait commencé par de subtils pics a évolué en commentaires quotidiens sur mon obsession pour le travail universitaire va des questions sur le moment où je rejoindrais le monde réel. Mon père s'en prenait particulièrement à mon ordinateur portable, qui représentait tout ce qu'il détestait dans les activités intellectuelles. Rester devant cet écran toute la journée va te ramollir le cerveau, annonçait-il, allumant délibérément la télévision au volume maximum chaque fois que je travaillais. Les gens qui tapent sur un clavier pour gagner leur vie font juste semblant de travailler. Ma mère a adopté son schéma habituel de renforcement passif. Ton père veut simplement ce qu'il y a de mieux pour toi, disait-elle après des commentaires particulièrement durs. Peut-être qu'un travail de bureau classique serait préférable à tout ce stress. Plus simple. Plus simple. Comme si je voulais de la simplicité, comme si je n'avais pas passé ma vie entière à me battre pour échapper au simple. Mon frère Franck a commencé à passer plus fréquemment. Toujours quand j'étais en pleine concentration, et faisait irruption dans ma chambre sans frapper, posait des questions futiles ou me rappelait des obligations familiales que j'étais censé avoir oubliées. Chaque interruption me coûtait un temps précieux et de l'énergie mentale pour me reconcentrer. Le sommeil est devenu un luxe rare. J'ai commencé à travailler durant les nuits, quand la maison était silencieuse, m'accordant quelques heures de repos au petit matin avant de me rendre au campus. L'épuisement physique et mental s'accumulait, mais ma détermination ne faisait que grandir. Chaque obstacle qu'il créait alimentait ma volonté d'achever ce mémoire, de prouver une fois pour toutes que leur vision limitée de ma valeur était fausse. 6 semaines avant la date limite de soumission, la Dr Westfield a examiné mon ébauche et m'a fait part de commentaires critiques qui nécessitaient d'importantes révisions. Ton analyse est solide, m'a-t-elle expliqué,
mais tu dois restructurer tes conclusions pour répondre plus clairement au cadre théorique. Ces liens sont implicites dans ton travail, mais ils doivent être explicites. Ce contretemps a coïncidé avec des problèmes techniques qui ont corrompu certains de mes fichiers de sauvegarde. J'ai perdu plusieurs jours de travail, ce qui m'a forcé à reconstruire des analyses statistiques complexes de mémoire à partir de notes éparses. La pression s'accentuait à l'approche de la date limite, face à des obstacles qui semblaient insurmontables. Chaque jour, je sentais le mémoire s'éloigner de sa finalisation. Le soir où j'ai surpris mes parents parler de moi dans la cuisine a été le point de rupture. Je savais descendre pour me faire un café, cherchant désespérément à rester éveillé pour une autre nuit d'écriture. Leurs voix me sont parvenues depuis l'angle de la pièce. Elle se croit si intelligente avec tous ses livres vastes et grands mots, disait mon père. À quoi sert un diplôme coûteux si tu vis encore chez tes parents à 24 ans? Franck avait son propre appartement à 19 ans. Je m'inquiète pour elle, a répondu ma mère, non pas pour me défendre mais pour acquiescer. Toutes ces études va pourquoi? Pas de mari, pas d'enfant, juste des papiers que personne ne lira jamais. Une perte de temps va d'argent, a conclu mon père. Elle aurait dû aller travailler après le lycée comme une personne normale. Je suis remonté silencieusement dans ma chambre, leurs paroles me brûlant la poitrine comme de l'acide. Animé d'une détermination renouvelée, j'ai travaillé 20 heures d'affilée, porté par le café va la colère. Au lever du jour, j'avais reconstruit les analyses perdues va intégrer la plupart des révisions suggérées par la Dr Westfield. Mon mémoire était achevé à 90%, il restait 48 heures avant la soumission. Ce matin-là, mon père a intensifié ses perturbations, faisant irruption dans ma chambre toutes les 30 minutes sous de futiles prétextes ou pour lancer des pics. Chaque interruption dispersait mes pensées comme des oiseaux effrayés qui mettaient de plus en plus de temps à revenir. Ma mère y a contribué en insistant pour que je fasse des pauses afin de prendre des repas dont je ne voulais pas ou pour aider à des tâches ménagères qui ne pouvaient soudain plus attendre. Ton mémoire sera toujours là demain, disait-elle d'un ton dédaigneux quand je lui expliquais l'importance de l'échéance. La famille passe en premier. Les dernières 24 heures sont devenues une bataille de volonté. Je m'étais installé sur la table de la salle à manger, le seul espace offrant assez de place pour mes documents de référence. Mon père a délibérément allumé la télévision dans le salon adjacent, sélectionnant une chaîne sportive au volume maximum. Quand je lui ai demandé de baisser le son, il s'est lancé dans une tirade sur les enfants ingrats le principe de « sa maison, ses règles ». J'ai travaillé toute la nuit, finalisant les dernières révisions alors que la lumière du soleil commençait à filtrer à travers les rideaux. Il ne restait plus que la mise en forme une dernière relecture. La date limite de soumission était à midi. J'étais épuisé, mais triomphante, sachant que j'avais surmonté chaque obstacle placé sur ma route. Le mémoire était bon, pas seulement convenable, mais c'était un travail réellement perspicace qui apportait une contribution significative à mon domaine. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisé un instant de fierté. C'est alors que mon père est entré dans la salle à manger, sa tasse de café à la main, tout a basculé pour toujours. Le matin de la soumission s'est levé dans un calme trompeur. Des oiseaux chantaient dehors tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les stores bon marché. J'étais éveillé depuis près de 36 heures d'affilée, soutenu par le café noir une volonté de faire. Mes yeux me brûlaient à force de fixer l'écran, mais un sentiment d'accomplissement éclipsait la fatigue. Plus que quelques heures 18 mois de travail allaient culminer avec le rendu de mon mémoire. La maison était silencieuse alors que je me faufilais dans la cuisine pour remplir ma tasse de café pour la 5e fois. L'horloge numérique du micro-ondes indiquait 7h06. Moins de 5 heures avant la date limite de midi. Je devais simplement terminer la dernière relecture, mettre en forme les références selon les normes académiques préparer le dossier de soumission. Sauf catastrophe, je finirai en avance. J'avais installé mon espace de travail sur la table de la salle à manger la veille au soir, après que mon père eut réquisitionné le salon pour un match de basket au volume maximum. Mes références mes notes étaient réparties en piles ordonnées, chacune représentant des sections de mon mémoire. Mon ordinateur portable, un vieux modèle acheté d'occasion grâce à ma bourse d'enseignement, tournait régulièrement en traitant le lourd document. Le premier signe de problème est apparu à 7h30, lorsque mon père est sorti de sa chambre. Habituellement, il ne se réveillait pas avant 8h ses jours de congé. Son apparition matinale a immédiatement déclenché un signal d'alarme dans mon esprit. Il s'est posté dans l'embrasure de la cuisine, observant mon installation de travail d'un œil noir.
Toujours en train de jouer à l'étudiante, à ce que je vois, a-t-il commenté d'un ton dédaigneux. Les gens normaux partent travailler à cette heure-ci. J'ai ravalé la réplique qui s'était formée instantanément. Plus que quelques heures. Ne pas s'engager. Ne pas lui donner d'excuses. Bonjour, papa, ai-je dit à la place, gardant ma voix neutre. J'aurai bientôt fini. Mon mémoire doit être rendu à midi. Il a grogné en se dirigeant vers la cafetière. Rendu. Un grand mot pour des devoirs. À ton âge, je faisais déjà vivre une famille. Le reproche familier flottait dans l'air. J'avais entendu des versions de cette phrase des centaines de fois. Ce jour-là, cela m'a à peine touché tandis que je continuais à réviser ma section méthodologique. Ma mère est apparue ensuite, les cheveux encore dans des bigoudis. Elle a inspecté la table de la salle à manger en pinçant les lèvres. Tous ces papiers partout, a-t-elle commenté. Nous devons dresser la table pour le petit déjeuner. J'ai juste besoin de quelques heures encore, ai-je expliqué, m'efforçant de masquer la détresse dans ma voix. C'est pour aujourd'hui. C'est l'aboutissement de 2 ans de travail. Du travail, a ricané mon père depuis la cuisine. Taper sur un clavier n'est pas du travail. Essaie de porter des poutres d'acier par 40 degrés. Ça, c'est du travail. Ma mère a posé la main sur mon épaule dans un geste qui aurait pu sembler bienveillant pour un observateur extérieur, mais j'ai reconnu la pression subtile de ses doigts. Tu peux sûrement faire une petite pause pour le petit déjeuner en famille. On ne te voit presque plus. L'ironie de cette déclaration ne m'a pas échappé. Depuis des semaines, il se plaignait de ma présence, de mon ordinateur, de mes papiers encombrant leur espace. Maintenant, soudainement, la cohésion familiale devenait une priorité précisément au moment où mon échéance approchait. Je ne peux vraiment pas m'arrêter maintenant, ai-je dit fermement. La mise en page est extrêmement précise, je dois me concentrer. Mon père est apparu dans l'embrasure, serrant sa tasse de café. Ta mère t'a demandé de débarrasser la table pour le petit déjeuner. Ce n'était pas une demande. Le ton menaçant de sa voix était un signal que je connaissais depuis l'enfance, un ton qui précédait les punitions les colères explosives. Pourtant, je ne pouvais pas céder. Pas aujourd'hui. Pas avec tout ce qui était en jeu. Je mangerai plus tard, ai-je proposé comme compromis. Maman toi pouvez utiliser le comptoir de la cuisine. J'ai juste besoin de terminer cela. Son visage s'est assombri. Ingrate. Voilà ce que produit l'éducation. Ça fait croire aux enfants qu'ils sont trop bien pour les repas de famille. Trop importants pour suivre les règles de la maison. Ma mère y s'intervenue avec sa tentative habituelle de conciliation. Harold, laisse-la finir son projet d'école. Elle se joindra à nous après. Mais ses paroles manquaient de conviction, nous le savions tous. Mon père a posé brutalement sa tasse, le café éclaboussant le rebord. Un projet. Elle a 24 ans, joue avec des projets d'école pendant que les vrais adultes travaillent pour gagner leur vie. J'ai essayé de faire abstraction de sa voix, me concentrant intensément sur mon écran. Continuer à travailler, ne pas répondre. Chaque minute de distraction était une minute perdue, l'échéance était fixe. À 9h30, Franck est arrivé à l'improviste. Ces visites étaient devenues étrangement fréquentes durant la phase de finalisation de mon mémoire, toujours calé sur des périodes de concentration intense. Il a franchi la porte d'entrée sans frapper, sa voix forte brisant ma concentration. Petit déjeuner en famille. Maman m'a dit que tu cuisinais, papa, a-t-il annoncé, jetant ses clés bruyamment sur le comptoir. Il a regardé par-dessus mon épaule mon ordinateur portable. Toujours en train d'écrire ce papier. Je pensais que tu aurais fini maintenant. Un mémoire, ai-je corrigé automatiquement. Et oui, je le termine aujourd'hui. Franck a ri. Mémoire, papier, devoir, peu importe. C'est la même chose, non? Et, je vous ai dit que j'avais obtenu cette promotion à l'usine? Contremaître désormais. Couverture complète, retraite, la totale. Mon père a rayonné d'une fierté qu'il n'avait jamais manifestée pour mes réussites. Ça, c'est mon fils. Du vrai travail, de vraies récompenses. Rien de toutes ces bêtises de diplômes qui n'en finissent pas, le contraste était si violent, si douloureux que j'ai dû me retenir physiquement de réagir. J'ai pris une profonde inspiration, je suis retourné à mes citations, déterminé à rester concentré en dépit de leur provocation délibérée.
Les 2 heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de piques passives-agressives, de bruits délibérés va d'hostilité à peine voilées. Ma mère entrait à répétition dans la salle à manger pour épousseter des surfaces qui n'en avaient pas besoin. Mon père augmentait le volume de la télévision toutes les 15 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne des niveaux absurdes. Franck tenait des conversations téléphoniques bruyantes juste derrière ma chaise. À 11h30, mes nerfs étaient à vif, mais le triomphe était à portée de main. Le mémoire était correctement mis en page, les citations vérifiées, l'introduction polie. Il ne restait plus que l'enregistrement final va la soumission via le portail de l'université. J'allais y parvenir malgré tout. C'est alors que la connexion Internet a lâché. J'ai fixé le message d'erreur avec incrédulité. Aucune connexion disponible. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de réseau non plus. Empli d'une angoisse grandissante, je me suis rendu dans le salon où mon père regardait la télévision avec une connexion Internet parfaite. Internet ne fonctionne plus dans la salle à manger, ai-je dit, m'efforçant de garder ma voix stable. Je dois soumettre mon mémoire dans les 30 prochaines minutes. Peux-tu vérifier le routeur? Il n'a pas détourné les yeux de l'écran. Internet fonctionne très bien pour moi. Mais il ne fonctionne ni sur mon ordinateur ni sur mon téléphone, ai-je expliqué, la panique montant. S'il te plaît, c'est critique. Je dois le soumettre avant midi. Il s'est tourné lentement, son expression indéchiffrable. C'est curieux comme ces urgences tournent toujours autour de tes devoirs. Tu ne sembles jamais avoir de problème technique quand il s'agit d'aider ta mère avec les corvées. La vérité m'est apparue avec une clarté révoltante. Est-ce que tu as fait quelque chose à la connexion? Un petit sourire satisfait est apparu au coin de ses lèvres. Ma maison, ma connexion. Peut-être que j'ai activé le contrôle parental. Peut-être que la salle à manger est une zone sans ordinateur désormais. Le sang m'est monté au visage alors que la colère va le désespoir s'entrechoquait. 18 mois de travail, d'innombrables nuits blanches, l'aboutissement de mon master, le tout compromis par son mesquin jeu de pouvoir. Je dois soumettre ce mémoire, ai-je dit, la voix tremblante sous l'effort de retenue. C'est mon avenir, papa. Il a ri, un son totalement dépourvu d'humour. Ton avenir? C'est une blague. Il s'est levé brusquement, me dominant de sa hauteur. Quel avenir t'apporte des études sans fin? Franck a une maison, une promotion, une vraie vie. Que as-tu? Une pile de papier que personne ne lira va des dettes d'études. Ma mère est apparue dans l'embrasure, attirée par l'élévation des voix. Au lieu d'intervenir, elle est restée silencieuse, sa présence valant approbation tacite de son comportement. Je fis soumettre cela, ai-je répété, me dirigeant vers le routeur posé sur l'étagère. Je vais réinitialiser la connexion moi-même. Sa main a jailli, serrant mon bras avec une force douloureuse. Tu ne touches à rien dans ma maison sans permission. Lâche-moi, ai-je dit, dégageant mon bras d'un coup sec. C'est de la folie. J'ai juste besoin d'un accès Internet pendant 5 minutes pour soumettre mon travail. Ton travail, s'est-il moqué. Des décennies de rage va de douleurs réprimées se sont soudainement cristallisées en une évidence. Cela n'a jamais concerné mes études, ai-je dit, la réalisation s'imposant comme une évidence. Cela a toujours concerné ton insécurité. Tu es menacé par le fait que j'ai choisi un chemin différent. Son visage s'est déformé sous la fureur. Espèce d'ingrate. Et c'est alors que j'ai commis le péché impardonnable dans notre foyer, je l'ai interrompu. Non, je ne suis pas ingrate. Je suis ambitieuse. Je suis déterminée, je ne vais pas te laisser saboter mon avenir parce que tu ne le comprends pas, je lui ai tourné le dos, me dirigeant vers la salle à manger pour rassembler mon ordinateur portable. Je conduirai jusqu'au campus si nécessaire, bien que les 20 minutes de trajet risquaient de me faire rater l'échéance. Pourtant, je devais essayer. Je l'ai entendu me suivre, ses pas lourds faisant vibrer le sol. J'attrapai mon ordinateur portable au moment même où il entrait dans la pièce. Tu te crois tellement plus intelligente que tout le monde, a-t-il dit, la voix dangereusement calme. Tellement supérieure à ta famille avec ton éducation précieuse. Je n'ai pas répondu, concentré sur le rangement rapide de mes affaires. Le temps pressait. Regarde-moi quand je te parle, a-t-il exigé. Alors que je continuais mes préparatifs, sa main s'est abattue sur la table. J'ai dit, regarde-moi. Je me suis tourné,
serrant mon ordinateur portable contre ma poitrine comme un bouclier. Je dois y aller. Nous pourrons en parler plus tard. Il n'y a rien à se dire, a-t-il dit, s'avançant vers moi. Tu devais apprendre le respect. Tu devais apprendre à rester à ta place. Ma place n'est pas ici, ai-je répliqué, la vérité résonnant clairement. Elle ne l'a jamais été. C'est alors que quelque chose a changé dans son regard, un dernier rempart cédant. Plus tard, je reconnaîtrai cela comme le moment où son besoin de contrôle avait tout balayé. À cet instant, il n'était plus mon père, mais simplement un homme qui ne pouvait supporter qu'on lui tienne tête. Ton avenir, a-t-il répété, la voix étrangement calme. C'est une blague. Sa main a jailli vers mon ordinateur portable. Le temps a semblé ralentir tandis que ses doigts se refermaient sur le bord de l'appareil. Pendant un instant absurde, j'ai cru qu'il allait simplement me le prendre, le cacher jusqu'à ce que l'échéance soit passée, une punition enfantine pour mon insolence perçue. Je n'aurais pu imaginer ce qui a suivi. Avec une force née de décennies de travail physique va d'une rage incandescente, il a arraché l'ordinateur de mes mains. J'ai regardé avec horreur, incrédule, alors qu'il le levait bien au-dessus de sa tête. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde. Il n'y avait aucune hésitation dans les siens, aucun sursaut de conscience paternelle, juste une colère froide va délibérer. L'ordinateur portable s'est abattu avec une force brutale contre le côté de ma tête. L'impact a résonné dans mon crâne comme un coup de feu. La douleur s'est propagée instantanément, vive et brûlante. Le coin de l'appareil a frappé juste au-dessus de ma tempe droite, j'ai senti la peau se déchirer. Une chaleur humide a commencé à couler sur mon visage. Le coup m'a fait chanceler vers l'arrière jusqu'à ce que mes épaules heurtent le mur. Ma vision s'est troublée, s'obscurcissant sur les bords. À travers la désorientation, j'ai vu mon ordinateur portable heurter le sol, l'écran se séparant du clavier dans un craquement sinistre de plastique d'électronique. 18 mois de travail pulvérisés en un instant. Tu ne mérites pas d'avenir, a grogné mon père, me dominant alors que je glissais le long du mur. Tu n'es qu'une sangsue. Le son le plus choquant est venu ensuite. Un rire. Le rire aigu nerveux de ma mère depuis l'embrasure de la porte où elle se tenait à observer la scène. Sans intervenir, sans appeler à l'aide, sans manifester la moindre once de protection maternelle. Riante simplement comme si son mari venait de raconter une plaisanterie légèrement douteuse plutôt que d'agresser sa fille. Harold, a-t-elle fini par dire, gloussant encore de manière inappropriée. C'est assez maintenant. Du sang coulait dans mon œil. Mon mémoire, mon diplôme universitaire, mon avenir gisait en morceaux sur le sol. Et c'était simplement, assez maintenant. Mon père se tenait là, la poitrine haletante comme s'il était surpris par ses propres actes, mais pas le moins du monde désolé. Nettoie-toi, a-t-il marmonné enfin. Et nettoie ce désordre aussi. Il s'est détourné et parti, ma mère le suivant comme son ombre. Je les ai entendus dans la cuisine. Les bruits familiers du café que l'on sert, du réfrigérateur qui s'ouvre se ferme, comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas franchi une ligne rouge qui ne pourrait plus jamais être effacée. Je suis resté au sol pendant plusieurs minutes, pétrifié. La douleur dans ma tête pulsait à chaque battement de cœur. Quand j'ai enfin touché ma tempe, mes doigts sont ressortis rouges de sang. La coupure était assez profonde pour nécessiter des points de suture. Plus inquiétant encore était la nausée et les vertiges qui suggéraient une possible commotion cérébrale. Les mains tremblantes, j'ai rassemblé les morceaux de mon ordinateur portable. L'écran pendait par un seul fil au clavier. Le boîtier était fissuré, des fragments de plastique jonchaient le sol. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton d'alimentation, mais il n'y a eu aucune réaction, pas même un sursaut de vie. La machine qui contenait toute ma carrière universitaire était morte. Mon mémoire, l'échéance. La panique m'a envahi, surpassant temporairement la douleur physique. Je devais récupérer mes données d'une manière ou d'une autre. Il devait y avoir un moyen. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain, ayant besoin d'évaluer les dégâts sur ma tête avant toute chose. Le miroir a révélé une entaille d'environ 2 cm au-dessus de ma tempe droite, qui saignait encore abondamment. Mon œil commençait déjà à enfler, le lendemain afficherait un bleu impressionnant. J'ai pressé un gant de toilette propre contre la blessure, appliquant de la pression pour ralentir le saignement. Les symptômes de la commotion cérébrale s'installaient plus fortement à présent. La lumière de la salle de bain me paraissait douloureusement vive,
quand je bougeais la tête trop rapidement, la pièce tournait de manière alarmante. Je savais que je devrais probablement me rendre aux urgences, mais l'échéance du mémoire me paraissait plus importante que mon bien-être physique. Midi. Il était déjà 11 heures. Il restait moins d'une heure. Je suis retourné dans la salle à manger, le gant de toilette toujours pressé sur ma tête. Franck était apparu à un moment donné était assis à la table, faisant défiler son téléphone avec une indifférence désinvolte. « Papa t'a bien arrangé », a-t-il fait remarquer sans lever les yeux. « Tu aurais dû savoir qu'il ne faut pas lui tenir tête. » La désinvolture avec laquelle il reconnaissait l'agression sans la condamner était peut-être plus glaçante encore que l'attaque elle-même. C'était normal pour eux, c'était acceptable. Je fis récupérer les fichiers de mon mémoire sur cet ordinateur, ai-je dit, ignorant son commentaire. Est-ce que tu as un ordinateur que je peux utiliser? Je dois soumettre le travail avant midi. Il a ri. Toujours inquiète pour tes devoirs après que papa t'a envoyé au tapis? Tes priorités sont déréglées, Serette. S'il te plaît, ai-je dit, détestant supplier, mais assez désespéré pour le faire. C'est mon mémoire de master, tout ce pourquoi j'ai travaillé. J'ai juste besoin d'accéder aux fichiers. Il a fini par lever les yeux, haussant les épaules. Désolé. J'ai laissé mon ordinateur chez moi. Et puis, ce truc est mort. Impossible que tu puisses en tirer quoi que ce soit. Je savais qu'il avait raison, les dégâts étaient catastrophiques. Pourtant, je devais essayer. Les mains tremblantes, j'ai rassemblé les débris à mon sac. Le sang continuait de couler à travers le gant de toilette, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper convenablement. Je devais partir. Ma mère est apparue dans l'embrasure alors que je m'apprêtais à y aller. « Où penses-tu aller comme ça ?» a-t-elle demandé comme si j'étais une adolescente violant le couvre-feu plutôt qu'une adulte blessée. « À l'hôpital va ensuite sur le campus », ai-je répondu sans la regarder. Je ne pouvais supporter de voir la femme qui avait ri pendant que je saignais. « Ton père est toujours en colère ?» a-t-elle dit d'une voix basse. L'absurdité de sa suggestion m'a frappé comme un second coup. M'excuser de quoi? D'avoir poursuivi des études? D'avoir attendu un respect humain de base? D'avoir eu le crâne fendu par mon propre père? Je ne m'excuse pas, ai-je dit, ma voix ferme malgré tout. Et je ne reste pas ici une minute de plus. Ne sois pas dramatique, Allison, a-t-elle soupiré. C'était juste une petite dispute qui a dérapé. Les désaccords familiaux, ça arrive. Ce n'était pas un désaccord, maman. C'était une agression. Son visage s'est durci. Maintenant, tu te montres tout simplement ridicule. Ton père ne ferait jamais. Il vient de le faire. J'ai désigné ma tempe ensanglantée. Regarde-moi. Regarde ce qu'il a fait. Elle a jeté un coup d'œil détaché sur ma blessure. Tu as probablement besoin de quelques points de suture. Je peux te conduire aux urgences après le déjeuner. Après le déjeuner. Comme s'il s'agissait d'un inconvénient mineur plutôt que d'une agression traumatisante. Comme si l'échéance de mon mémoire potentiellement tout mon avenir universitaire ne s'évaporait pas à chaque minute qui passait. Je m'en vais, ai-je répété, rassemblant mes affaires. Et je ne reviendrai pas, la voix de mon père a tonné depuis le salon. Si tu franchis cette porte, ne te donne pas la peine de revenir. Les enfants ingrats n'ont pas de seconde chance dans cette maison. Ma mère m'a lancé un regard qui parvenait à être à la fois suppliant accusateur. Tu vois ce que tu as commencé? Fais simplement des excuses tout cela passera. À cet instant, j'ai vu avec une parfaite clarté la dynamique qui avait façonné ma vie entière, la complice l'agresseur travaillant de concert pour maintenir un système de contrôle par la peur la manipulation. J'essayais d'y échapper depuis l'enfance, mais un espoir persistant d'amour parental m'avait gardé lié à leur orbite toxique. C'est fini. Au revoir, maman, ai-je dit calmement, la contournant pour me diriger vers la porte. Tu le regretteras, m'a-t-elle lancé. Quand tes études coûteuses te laisseront seul sans famille, tu regretteras d'avoir choisi les livres plutôt que le sang. Je n'ai pas répondu, il n'y avait plus rien à dire. Serrant mon ordinateur portable brisé contre ma poitrine, du sang coulant encore sur mon visage, j'ai franchi la porte d'entrée pour entrer dans la lumière aveuglante d'un avenir soudainement détaché de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Les vertiges m'ont frappé de plein fouet dès que j'ai atteint ma voiture. Les symptômes de la commotion s'intensifiaient,
rendant difficile la concentration. Je me suis assise derrière le volant, m'efforçant de structurer mes pensées à travers la douleur la désorientation, l'échéance du mémoire, la blessure à la tête, l'ordinateur détruit. Tout s'effondrait simultanément. J'ai vérifié mon téléphone. 11h40. Impossible d'atteindre le campus avant l'échéance de midi. Aucun moyen de récupérer mes fichiers sur l'ordinateur détruit. Aucune option pour demander un report sans document attestant de l'urgence. L'aboutissement de mon travail de master s'échappait tandis que le sang continuait d'imbiber le gant de toilette pressé contre ma tempe. Pour la première fois de ma vie peut-être, je n'avais pas de plan, pas de stratégie de secours, pas de chemin clair. J'ai démarré la voiture malgré tout, m'éloignant de la maison où j'avais enduré 2 décennies de dénigrement systématique de violence psychologique, culminant dans cet acte final impardonnable de violence physique. Je n'avais pas de destination en tête en m'éloignant, seulement la certitude de ne jamais pouvoir revenir. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai sans le poids de leurs attentes toxiques pour me freiner. Le sang est peut-être plus dense que l'eau, mais il n'a jamais été destiné à être versé par les personnes qui prétendent vous aimer. J'ai conduit sans but pendant 20 minutes, mes pensées dispersées par la douleur le choc. Le sang avait traversé le gant de toilette, les pulsations dans ma tête s'intensifiaient à chaque minute. Finalement, je me suis garé dans le parc Riverside, un espace public désert en semaine. Je me suis arrêté sous un chêne ombragé, je me suis enfin autorisé à ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. Les larmes sont venues brusquement violemment, de grands sanglots qui semblaient provenir d'un endroit profond que j'avais gardé verrouillé pendant des années. J'ai pleuré pour la petite fille dont les réussites étaient systématiquement ignorées, pour l'adolescente qui cachait ses lettres d'acceptation comme de la contrebande, pour l'étudiante de master dont le propre père avait détruit le travail par dépit à insécurité. Surtout, j'ai pleuré pour la fille qui avait passé sa vie à chercher l'approbation de personnes fondamentalement incapables de la donner. Un signal sonore aigu de mon téléphone a interrompu mes pleurs. C'était un email de la Dr Westfield. Allison, l'échéance de midi approche. S'il te plaît, confirme le statut de ta soumission. La réalité m'a percuté à nouveau avec une force brutale. Le mémoire, l'échéance. Tout mon avenir universitaire suspendu dans le vide. J'ai vérifié l'heure, 11h52. Il restait 8 minutes j'étais assise dans un parc avec une blessure à la tête un ordinateur portable détruit. Cela semblait désespéré. Puis quelque chose a changé en moi. Un calme étrange m'a envahi, remplaçant la panique le désespoir. Si ma famille m'avait appris une chose, c'était la résilience face à des obstacles impossibles. J'avais surmonté leurs barrières toute ma vie, ce n'était qu'un obstacle de plus, bien que le plus extrême. Priorité aux priorités, j'ai trouvé un mouchoir propre dans ma boîte à gants pressé sur ma tempe qui saignait encore. Puis j'ai tapé une réponse rapide à la Dr Westfield, situation d'urgence. Je me dirige vers le campus actuellement. S'il vous plaît, conseillez-moi sur le protocole de soumission tardive. La réponse est arrivée presque immédiatement. Quel genre d'urgence? Est-ce que tu vas bien? J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'une honnêteté totale était la seule option. Blessure physique nécessitant des soins médicaux. Ordinateur détruit, impossible d'accéder aux fichiers du mémoire. J'expliquerai en personne. J'ai démarré me suis dirigé vers le campus, conduisant lentement à cause de mes vertiges. Mon téléphone a vibré à nouveau. La Dr Westfield avait répondu, rends-toi immédiatement au service de santé de l'université. Je t'y rejoins. Ne t'inquiète pas pour ton mémoire pour le moment. Sa bienveillance, si différente de la réaction de ma famille, a fait monter de nouvelles larmes à mes yeux. J'ai suivi ses instructions, me garant avec précaution devant le centre de santé. À mon arrivée, le sang avait traversé le mouchoir couler à nouveau sur mon visage. La réceptionniste m'a jeté un coup d'œil m'a immédiatement installé dans une salle d'examen. L'infirmière qui s'est occupée de moi, une femme d'âge mûr prénommée Linda aux yeux aux mains agiles, a nettoyé la blessure tout en me posant des questions douces sur ce qui s'était passé. Je me suis surprise à raconter la vérité sans phare. Mon père a fracassé mon ordinateur portable contre ma tête alors que j'essayais de soumettre mon mémoire, ai-je dit, ces mots me semblant surréalistes à mesure que je les prononçais. Ses mains se sont immobilisées un instant avant de reprendre leur tâche. Cette blessure correspond à ce que vous décrivez, a-t-elle dit avec précaution. Je vais tout documenter minutieusement.
Le médecin va arriver sous peu pour déterminer si vous avez besoin de points de suture. Nous devrons évaluer la commotion cérébrale. J'ai une échéance pour mon mémoire, ai-je expliqué, ou plutôt, j'en avais une. C'était à midi. Votre santé passe en premier, a dit Linda fermement. Les échéances universitaires peuvent être reportées pour des urgences médicales. C'est tout à fait le cas ici. La docteure Westfield est arrivée pendant que le médecin m'examinait. Elle a jeté un coup d'œil à ma blessure. Son calme professionnel s'est fissuré légèrement. Mon Dieu, Allison, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin, qui venait de confirmer que j'avais une commotion cérébrale légère que j'avais besoin de 4 points de suture, a levé les yeux. Êtes-vous sa professeure? La docteure Westfield a hoché la tête. Sa directrice de mémoire. Votre étudiante a subi une blessure importante à la tête, a-t-il expliqué. Les protocoles de commotion doivent être respectés, pas d'écran un effort cognitif limité pendant au moins 48 heures. Bien sûr, a-t-elle acquiescé immédiatement. L'échéance est complètement levée. Nous discuterons des reports desquels sera rétabli. Pendant que le médecin se préparait à recoudre ma blessure, la docteure Westfield a approché une chaise de la table d'examen. Allison, l'infirmière a mentionné que ton ordinateur portable avait été utilisé comme une arme. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Pour la deuxième fois de la journée, j'ai raconté les événements qui avaient mené à ma blessure. La docteure Westfield a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus préoccupée. Quand j'ai eu fini, elle a pris une grande inspiration. Premièrement, ton mémoire n'est pas perdu, a-t-elle dit. Tu m'as envoyé une ébauche il y a 2 jours. Souviens-toi, nous disposons au moins de cette version. Un soulagement immense m'a envahi, dans le chaos, j'avais oublié cet email. Deuxièmement, a-t-elle poursuivi, l'université dispose de protocoles pour ce genre de situation. Ce qui t'est arrivé est une agression, nous devons le signaler. Le bureau de la police du campus est juste à côté. Serais-tu disposé à leur parler une fois que tes soins médicaux seront terminés? J'ai hésité. Déposer une plainte contre mon propre père me semblait être franchir un point de non-retour. D'un autre côté, il avait déjà franchi une ligne irréversible en m'attaquant. Oui, ai-je décidé. Les heures suivantes se sont déroulées dans un flou de procédures médicales de déclarations officielles. Le médecin a recousu ma blessure tout en m'expliquant les consignes de soins pour la commotion. Un policier du campus a pris ma déposition, a pris des photos de ma blessure a consigné les débris de mon ordinateur portable brisé comme preuve. La coordinatrice des services aux étudiants a organisé un logement temporaire d'urgence dans un complexe d'appartements pour doctorants, car retourner chez mes parents n'était manifestement pas envisageable. Tout au long de ces démarches, la docteure Westfield est restée à mes côtés, prenant ma défense auprès des différents services de l'université. Elle m'a aidé à obtenir un report d'urgence pour la soumission de mon mémoire à contacter les services informatiques pour tenter de récupérer les données de mon ordinateur endommagé. Le doyen de la faculté de master a approuvé une prolongation de 2 semaines compte tenu des circonstances, m'a-t-elle informé alors que nous étions assises dans le bureau des services aux étudiants. Le service informatique pense être en mesure de récupérer tes fichiers sur le disque dur, qui semble intact malgré les dégâts externes. Je ne sais pas comment vous remercier, ai-je dit, bouleversé par son soutien. Tu n'as pas à me remercier, a-t-elle répondu fermement. C'est ce que les communautés universitaires sont censées faire, se soutenir les unes les autres. Ce qui t'est arrivé est inadmissible, s'assurer que tu puisses terminer ton travail malgré cela est le strict minimum que nous puissions offrir. Les paroles ont résonné profondément en moi, un soutien communautaire, un concept si étranger à mon expérience familiale qu'il me paraissait presque légendaire. Pourtant, il se manifestait sous forme d'aide pratique au moment où j'en avais le plus besoin. En fin d'après-midi, la crise immédiate avait été surmontée. Ma blessure était soignée, la plainte déposée, le logement d'urgence garanti les aménagements universitaires organisés. Le service informatique avait pris mon ordinateur portable, promettant de tenter la récupération des données durant la nuit. On m'a conseillé de me reposer de respecter le protocole de commotion, ce qui signifiait pas de lecture ni d'écran pendant au moins 24 heures. Alors que la docteure Westfield m'accompagnait à mon logement temporaire, elle m'a posé une question qui m'a surprise. Allison, est-ce la première fois que ton père se montre physiquement violent avec toi? Oui, ai-je répondu honnêtement. La violence psychologique a été constante, mais c'était la première agression physique.
Elle a hoché la tête pensivement. Je m'en doutais en voyant le sujet de tes recherches. Beaucoup de chercheurs en psychologie familiale sont attirés par ce domaine en raison d'une expérience personnelle. Sa perspicacité était troublante, mais réparatrice. Est-ce si évident? Seulement pour quelqu'un de familier avec ces schémas, m'a-t-elle rassuré. Ta compréhension des dynamiques familiales a toujours semblé exceptionnellement nuancée pour ton âge. Maintenant, je comprends pourquoi. Nous avons atteint l'immeuble elle m'a aidé à m'installer dans le logement d'urgence, simple mais confortable. Avant de partir, elle a posé une carte de visite sur le comptoir. Voici les coordonnées du centre de consultation de l'université, m'a-t-elle expliqué. Ils ont des conseillers de crise disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il te plaît, envisage de les appeler. Ce que tu as vécu est traumatisant, va surmonter cela avec un soutien professionnel te ferait du bien. Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit inconnu, épuisée physiquement émotionnellement. Les événements de la journée me semblaient irréels tant ils étaient intenses surréalistes. Ma tête pulsait malgré les analgésiques, mes pensées revenaient sans cesse au moment où le métal le plastique avait heurté l'os, au moment où le sang avait coulé sur mon visage pendant que ma mère riait. J'ai pris la carte de la Dr Westfield mon téléphone. Certains fardeaux étaient trop lourds pour être portés seuls. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte, un technicien informatique de l'université tenait un petit disque dur externe. Nous avons réussi à récupérer la plupart de vos fichiers, m'a-t-il expliqué. Le disque dur était remarquablement intact compte tenu des dégâts subis par l'ordinateur portable. Nous avons tout transféré sur ce disque externe. Je l'ai accepté avec des mains qui tremblaient légèrement sous l'effet des médicaments, de la fatigue d'un immense soulagement. Merci. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Je fais juste mon travail, a-t-il répondu avec un sourire. Le service informatique vous souhaite un prompt rétablissement. Une fois qu'il fut parti, j'ai connecté le disque dur à l'ordinateur de prêt fourni par les services aux étudiants. Mon mémoire était là, intact, à l'exception des dernières corrections apportées le matin de l'incident. Comparé à ce qui aurait pu être perdu, c'était un miracle. En dépit des consignes de commotion déconseillant l'exposition aux écrans, j'ai passé les heures suivantes à finaliser la mise en forme les révisions. Ma tête me lançait ma vision se troublait parfois, mais ma détermination l'emportait sur l'inconfort physique. En fin d'après-midi, j'ai soumis le mémoire finalisé via le portail en ligne de l'université. L'email de confirmation est arrivé quelques instants plus tard. Mémoire reçue, soumission enregistrée. Ces mots représentaient la victoire sur chaque obstacle que ma famille avait placé sur ma route. Malgré leurs efforts pour saboter mes études, malgré la violence physique psychologique, malgré la destruction de mes affaires ma blessure, j'avais réussi. Le mémoire était soumis, les exigences du diplôme seraient satisfaites. L'avenir qu'ils prétendaient que je ne méritais pas m'appartenait désormais. En fermant l'ordinateur portable, une prise de conscience profonde s'est imposée à moi, la famille qui aurait dû m'épauler avait tenté de me briser à la place. Pourtant, leur opposition même avait forgé la résilience qui m'avait permis de surmonter les dégâts qu'ils m'avaient infligés. La rébellion ultime contre leur haine n'était pas la colère ou la vengeance, mais la réussite selon mes propres termes. Animé par cette pensée, j'ai repris mon téléphone, cette fois pour appeler le service juridique de l'université afin de demander une ordonnance de protection. Certains ponts devaient être non seulement traversés, mais complètement brûlés pour interdire toute possibilité de retour. Mes parents avaient fait leur choix. Je faisais le mien désormais. La guérison physique a commencé par 4 points de suture au-dessus de ma tempe droite. La blessure s'est refermée proprement, laissant une petite cicatrice qui allait s'estomper mais ne jamais disparaître complètement. D'une certaine manière, cela me semblait approprié, un rappel permanent visible du moment qui avait rompu mon dernier lien avec ma famille d'origine. Les symptômes de la commotion ont persisté pendant près de 3 semaines, maux de tête, sensibilité à la lumière, vertiges occasionnels, s'atténuant progressivement à mesure que mon cerveau se remettait du traumatisme. Le service de santé de l'université suivait mes progrès lors de rendez-vous hebdomadaires, le centre de consultation universitaire est devenu une constante dans mon emploi du temps, avec 2 séances par semaine pour m'aider à surmonter non seulement l'agression, mais les décennies de violence psychologique qui l'avaient précédée. La soutenance de mon mémoire fut repoussée d'1 mois pour me laisser le temps de récupérer. Quand le jour est enfin arrivé, je me suis présenté devant mon jury avec une confiance née d'avoir survécu au pire d'avoir continué malgré tout.
Les questions étaient exigeantes mais équitables, mes réponses claires va argumenter. Pour conclure, la docteure Westfield a annoncé ce que j'avais à peine osé espérer, les félicitations du jury. Décision unanime. Ces mots ont résonné dans mon esprit alors que je traversais le campus après la séance. Les félicitations du jury. Après tout cela, j'avais non seulement réussi, mais excellé. La reconnaissance était douce, mais plus importante encore était la certitude intérieure d'avoir persévéré face à des obstacles extraordinaires. Aucune reconnaissance externe ne pouvait égaler la force que j'avais découverte en moi. L'ordonnance de protection contre mes parents fut accordée sans contestation. Ils ne se sont pas présentés à l'audience, envoyant à la place une brève déclaration par le biais de leur avocat, affirmant que j'avais toujours été encline à l'exagération va à la recherche d'attention. Le juge a examiné les dossiers médicaux, le rapport de police va les photos de ma blessure avant de déclarer leur réponse préoccupante par son dédain face à une agression documentée. L'ordonnance fut approuvée pour la durée maximale, avec des dispositions de prolongation si nécessaire. À l'approche de l'été, une nouvelle inattendue est arrivée de l'université, le département avait un poste vacant d'assistant de recherche, accompagné d'une allocation modeste va d'un logement sur le campus pour l'année universitaire suivante. La docteure Westfield m'avait recommandé. Ton mémoire a attiré l'attention de plusieurs membres de la faculté, m'a-t-elle expliqué lors de notre rencontre pour discuter de cette opportunité. L'intersection des dynamiques familiales, de la résilience éducative va des expériences d'étudiants de première génération est de plus en plus pertinente pour nos objectifs institutionnels. Nous aimerions que tu poursuives à développer ces recherches. Ce poste me permettrait de rester dans l'environnement universitaire où j'avais trouvé soutien vabu, tout en établissant mon indépendance sur des bases plus solides. J'ai accepté immédiatement. 2 mois après l'agression, alors que je m'installais dans mon nouvel appartement du campus va mon rôle de chercheuse, un visiteur inattendu est apparu à la porte de mon bureau, Franck se tenait maladroitement dans le couloir, l'air à la fois provocateur va incertain. Est-ce qu'on peut parler, a demandé son assurance habituelle visiblement absente. J'ai hésité, ma main se portant instinctivement à la cicatrice sur ma tempe. Cela dépend de ce que tu as à me dire. Il a tressailli légèrement à mon geste. Je ne suis pas ici pour les défendre, a-t-il dit rapidement. Ce que papa a fait était mal. Très mal. Cette confession m'a laissé muette de stupeur. Franck avait toujours été l'écho de notre père, renforçant chaque critique, amplifiant chaque rejet de mes choix. Maman va papa ont raconté à tout le monde que tu étais tombé va que tu t'étais cogné la tête contre la table, a-t-il poursuivi. Mais j'ai vu l'ordinateur portable brisé. Je sais ce qui s'est réellement passé. Et tu ne le reconnais que maintenant? 2 mois plus tard? Il a baissé les yeux. J'aurais dû d'autres choses à dire ce jour-là. J'aurais dû l'arrêter ou t'aider après. Je le sais. Ces excuses étaient implicites plutôt que formulées ouvertement, typiques du blocage émotionnel qui caractérisait la communication dans ma famille. Pourtant, cela représentait un changement significatif dans nos rapports. Pourquoi es-tu là, Franck, ai-je demandé directement. Je t'ai apporté quelque chose, a-t-il dit, cherchant dans la poche de sa veste. Il a sorti une petite boîte qu'il a posée sur mon bureau. Pour remplacer ce qui a été cassé. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable neuf, nettement plus performant que le vieux modèle d'occasion qui avait été détruit. Le geste était à la fois touchant va insuffisant, une réponse matérielle à un problème qui touchait au plus profond de l'être. Merci, ai-je dit avec précaution. Mais un ordinateur portable ne répare pas ce qui s'est passé. Je sais, a-t-il admis. Rien ne répare vraiment cela. Papa a franchi une ligne ce jour-là. Maman aussi avec sa réaction. Il s'est arrêté, semblant peiner à trouver ses mots. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont il te traitait par rapport à moi. Comment il faisait toujours passer tes réussites pour sans valeur, tout en me félicitant pour des choses basiques. Ce n'était pas juste. Venant de Franck, cette reconnaissance était un séisme. Il avait bénéficié sa vie durant de la répartition inégale de l'approbation parentale. Le reconnaître exigeait un niveau d'introspection dont je ne le croyais pas capable. Non, ce n'était pas juste, ai-je acquiescé. Mais cela a façonné la personne que je suis, pour le meilleur va pour le pire. Plutôt pour le meilleur, semble-t-il, a-t-il dit, jetant un coup d'œil autour de mon bureau universitaire avec ce qui semblait être une admiration sincère. Tu as réussi malgré eux. Peut-être même à cause d'eux, d'une certaine façon bizarre, ai-je ajouté.
Sa perspicacité me surprenait. Peut-être était-il plus observateur que je ne l'avais cru. Est-ce qu'on gardera le contact, a-t-il demandé alors qu'il s'apprêtait à partir. Pas avec eux, juste avec moi. J'aimerais savoir comment tu vas. J'ai réfléchi à sa demande avec soin. Franck avait été complice d'une dynamique familiale qui avait culminé dans la violence, mais il était aussi le produit de cet environnement, façonné par les mêmes forces que celles qui avaient failli me briser. On peut essayer, ai-je proposé lentement. C'était une petite ouverture, mais significative. La possibilité de reconstruire sélectivement des liens familiaux selon mes propres termes était une forme de pouvoir que je n'avais jamais possédé auparavant. À mesure que mon poste de chercheuse évoluait vers un rôle plus permanent, j'ai commencé à intégrer mon expérience personnelle dans des programmes de soutien pour les étudiants de première génération issus de milieux familiaux difficiles. Sans partager le traumatisme spécifique, je pouvais me connecter avec des étudiants confrontés à des obstacles similaires, désapprobation parentale, absence de soutien, sabotage actif des objectifs éducatifs. L'opposition de votre famille à vos études en dit souvent plus long sur leurs propres insécurités que sur vos choix, disais-je à ces étudiants. Votre quête de savoir menace l'ordre établi, bouscule leur vision du monde, met parfois en lumière des opportunités qu'ils n'ont jamais eues ou des choix qu'ils regrettent de ne pas avoir faits. Ce cadre aidait beaucoup d'étudiants à dépersonnaliser l'opposition qu'ils rencontraient, à la voir comme un problème systémique plutôt que comme un échec personnel. La capacité de transformer mon expérience douloureuse en soutien pour d'autres est devenue le cadeau le plus inattendu de mon parcours. 1 an après l'agression, j'ai été invité à présenter mes recherches lors d'une conférence nationale sur l'équité en éducation. Debout devant des centaines d'éducateurs de chercheurs, j'ai ressenti un sentiment profond de réhabilitation. La voie que mon père avait littéralement tenté de me fermer par la force m'avait mené à la reconnaissance professionnelle, à un travail qui avait du sens, à une communauté qui valorisait précisément ce que ma famille avait dédaigné. La résilience éducative ne consiste pas seulement à persévérer sur le plan académique malgré les barrières socio-économiques, ai-je expliqué lors de ma présentation. Elle consiste également à maintenir la confiance en soi lorsque les personnes qui devraient être vos plus grands soutiens deviennent vos obstacles les plus importants. Pour beaucoup d'étudiants de première génération, la plus grande réussite n'est pas le diplôme lui-même, mais la force psychologique requise pour le poursuivre face au découragement actif de ceux dont ils désirent le plus l'approbation. L'ovation debout qui a suivi fut gratifiante, mais la véritable récompense est venue lors de la séance d'échange qui a suivi, lorsque de nombreux étudiants se sont approchés pour partager comment mon cadre théorique les avait aidés à comprendre leur propre dynamique familiale. J'avais transformé un traumatisme personnel en une expertise professionnelle bénéfique pour les autres. Il ne pouvait y avoir de victoire plus complète sur le récit que mes parents avaient tenté de m'imposer. Quant à mes parents eux-mêmes, la distance que j'ai maintenue s'est avérée être le choix le plus sain. Les rares nouvelles de Franck indiquaient qu'il restait inchangé, minimisant toujours l'agression en un malentendu se peignant en victime d'une fille ingrate. Leur incapacité à reconnaître la réalité de ce qui s'était passé ne faisait que confirmer la sagesse de ma décision de rester à l'écart. La plus grande prise de conscience s'est faite progressivement, à travers l'étude professionnelle la réflexion personnelle. Leur comportement envers moi n'avait jamais réellement concerné ma personne. La colère de mon père, la complicité de ma mère, la passivité initiale de mon frère, tout cela découlait de leurs propres limites, peurs potentielles inexploitées. Comprendre cela n'excusait pas leur comportement, mais cela m'a libéré du poids de me demander ce que j'aurais pu faire de différent pour obtenir leur approbation. Rien. La réponse était rien. Car leur désapprobation n'avait jamais concerné mes choix ou mes réussites. Elle concernait ce que ces réussites leur renvoyaient de leur propre vie. Mon succès était devenu un miroir qu'ils ne pouvaient supporter de regarder, alors ils avaient tenté de le briser à la place. En m'en allant, j'ai trouvé la liberté de définir la famille selon mes propres critères, les collègues qui m'avaient soutenu durant la crise, les étudiants qui partageaient des parcours similaires, les mentors qui avaient reconnu mon potentiel quand mes parents en étaient incapables. Ces personnes sont devenues ma famille de cœur, liées non par le sang, mais par le respect mutuel, des valeurs partagées une bienveillance réelle pour le bien-être de chacun. 2 ans après l'incident de l'ordinateur portable, je me tenais dans mon nouvel appartement, accrochant au mur l'exemplaire encadré de mon diplôme de master. La petite cicatrice sur ma tempe s'était estompée en une fine ligne argentée, visible seulement si l'on savait exactement où regarder. Comme tant d'aspects de cette journée, elle s'était atténuée, mais n'avait pas disparu, intégrée à la personne que j'étais devenue plutôt que de me définir. Mon téléphone a sonné,
Affichant un message de la Dr Westfield, le comité des programmes a approuvé ton projet de cours sur les dynamiques familiales vers la résilience éducative pour le semestre prochain. Félicitations, professeur Thompson. J'ai souri à ce titre. Professeur Thompson. L'avenir que mon père prétendait que je ne méritais pas était désormais indéniablement mien. Non pas en dépit de sa cruauté, mais en raison de la façon dont elle m'avait forgé. Chaque obstacle placé sur ma route avait finalement renforcé ma volonté. Chaque rejet avait approfondi ma détermination. La leçon la plus profonde de mon voyage ne concernait pas le traumatisme familial ou la résilience universitaire, bien que ces aspects soient importants. La vérité plus profonde concernait la capacité humaine à transformer la douleur en dessein, à alchimiser le plomb du rejet en l'or de l'accomplissement de soi. Nous ne pouvons contrôler les familles dans lesquelles nous naissons, mais nous pouvons choisir les personnes que nous devenons les familles que nous créons pour nous-mêmes. Avez-vous déjà dû surmonter l'opposition de personnes qui auraient dû vous soutenir? Comment avez-vous trouvé la force de poursuivre vos rêves malgré leur découragement? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne savent pas la voir. Merci d'avoir écouté mon parcours. Rappelez-vous que parfois, le plus grand cadeau que les personnes toxiques nous font est de nous montrer exactement ce que nous ne voulons pas devenir.